Dans ce texte, l'auteur décrit une société primitive, où les individus s'identifient principalement à leur apparence physique et à leur voiture. Une grande partie de l'économie tourne autour de produits cosmétiques et de vêtements. Les individus sont obsédés par leur image et attachent plus d'importance à leur apparence qu'à leurs idées. Ils sont également limités dans leur conscience et ont du mal à distinguer ce qui les concerne réellement des problèmes du corps physique et de leur environnement. La société est marquée par la violence et les conflits, où les individus se battent pour des idées, des croyances et des dieux. Certains pays s'engagent même dans des actes de torture. L'auteur souligne également que l'individu commence à prendre conscience que son corps physique n'est pas lui-même, mais un véhicule pour son être intérieur. Il propose donc de changer notre perspective sur la société et de voir notre présence sur Terre comme temporaire, en tant que visiteurs plutôt que comme des êtres liés à la planète. Cela nous permettrait de remettre en question les réactions collectives et de dépasser des questions sans importance, pour se concentrer sur des aspects plus profonds de notre existence. Le corps humain peut présenter des boutons sur le nez en raison de diverses causes, telles que l'excès de sébum, l'obstruction des pores, l'inflammation ou les infections cutanées. Cependant, il est important de noter que le texte que vous avez également fourni n'est pas clair et semble présenter des réflexions philosophiques non liées à la question initiale des boutons sur le nez. Le texte aborde plusieurs sujets, tels que la notion du bien et du mal, la question de l'identité, de l'énergie et du karma. Il soulève également l'idée selon laquelle le passé est à la fois réel et mensonger, en fonction de la manière dont on y attache des émotions et des croyances. L'auteur suggère que la hiérarchie et les lois peuvent aider à travailler avec les autres humains et à protéger notre énergie. Il invite également à réfléchir à la capacité d'abandonner nos racines et notre passé. Le texte aborde différents sujets tels que le karma, la liberté, la sexualité masculine, la transformation de l'âme, l'identification au corps, la prise de décision, et le choix entre le bien et le mal. Il suggère que pour se libérer de son karma, il faut abandonner le passé et être libre d'aller de l'avant. Il mentionne également que l'énergie sexuelle peut être maîtrisée en évitant les relations sexuelles, ce qui permettrait une mutation physique et la résolution du problème. L'auteur explique que lorsque quelque chose est cellularisé, c'est-à-dire intégré au niveau cellulaire, une mutation se produit et l'expression de cette caractéristique ne peut plus se faire. Cependant, l'impatience peut se manifester dans d'autres domaines et engendrer des pathologies. Il souligne également que l'ego est souvent confondu avec le moi et que les individus ont tendance à s'identifier à leurs pensées et émotions, ce qui crée des difficultés. Le texte mentionne également l'importance de faire des choix et de prendre des décisions, et que la paix viendra lorsque nous aurons pris une décision claire. Il souligne aussi que ceux qui choisiront le chemin du bien et observeront l'humanité choisir le mal disparaîtront, car il n'y aura pas de place pour eux dans un futur basé sur le bien. Enfin, l'auteur affirme que seule l'intelligence ou le côté blanc sait ce qu'il dit. Est-ce que le côté noir agit dans la conscience? Dans ce système planétaire, la conscience est encore à un stade embryonnaire après 4,6 milliards d'années. Un seul grain de conscience sur la planète peut être plus puissant que la planète entière sans conscience. Les décisions que nous prenons pour les années à venir peuvent avoir un impact sur le futur, mais il est difficile de savoir si ces décisions seront bonnes, car les choses peuvent bifurquer et changer après seulement 2 années. Les véritables changements majeurs nécessitent un engagement sur une échelle beaucoup plus grande, sur le long terme, peut-être plus de 1000 ans. Le dernier exemple d'un tel changement a été celui de Jésus, qui a influencé l'humanité pendant les 2000 ans qui ont suivi. Aujourd'hui, avec la technologie et la possibilité de diffusion, nous avons plus de moyens pour diffuser nos idées, mais cela ne garantit pas une véritable évolution de la conscience. L'humanité doit prendre des décisions pour façonner son avenir et devenir une nouvelle race capable de supporter des millénaires de projection et d'expansion de la conscience. Pour cela, nous devons comprendre que nous ne sommes pas seulement sur la planète Terre, que la mort n'est pas la fin, mais une continuation, et que nous devons préparer le chemin pour la suite. Cela passe par la reproduction de corps physiques adaptés à notre objectif, l'incarnation d'âmes affinitaires et une éducation qui permettent de conscientiser ce phénomène supramental chez les jeunes. L'évolution de la conscience prend du temps car il n'y a pas d'endoctrinement, l'humain doit comprendre par lui-même. Les promesses faciles et les systèmes de croyance ne mènent pas à cet éveil. Chaque enfant qui naît doit être libre de choisir sa propre voie, tout en étant guidé par un système réincarnationnel coordonné. En donnant l'exemple, on influence la société et les enfants en créant un égrégore social. Il est important de permettre aux enfants de faire leur
propres choix plutôt que de les contraindre. Les forces supramentales sont neutres mais peuvent être polarisées selon la conscience de l'homme. L'ego peut transformer ces forces en forces noires, tandis que la conscience peut les rendre positives. Il existe des martyrs de la transition, qui sont des individus conscients mais qui rejettent les informations déjà connues. Le projet OFSA demande aux individus de travailler ensemble, ce qui peut parfois être difficile, mais il est nécessaire de comprendre l'intelligence de collaborer. À mesure que la conscience s'expand, l'univers devient plus restreint. L'univers a son propre espace-temps, indépendant de la conscience. Il y a eu un Big Bang dans l'histoire de l'univers. Dans cette réflexion, l'auteur explore la notion de conscience et son lien avec l'univers. Il affirme que lorsque la conscience s'étend, elle réduit l'univers mais que le schéma de la conscience reste le même. Il décrit ensuite la création de l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à la formation de la Terre et du Soleil. L'auteur soulève également la question de la créativité humaine et de la différence entre être créatif et être créateur. Selon lui, être créatif signifie transformer le vieux en neuf, tandis que le créateur engendre des choses à partir de rien. Cependant, il affirme que la véritable création à partir de rien est encore impossible pour l'homme, car cela impliquerait de créer sans aucune substance énergétique, idée, émotion ou pensée. Il conclut en disant que l'être humain sera un jour capable d'être créateur, mais que cela nécessitera une évolution de son potentiel biologique et énergétique. Dans cette synthèse, il est affirmé que l'évolution de l'homme le conduira à perdre certaines capacités et à transcender les niveaux inférieurs de conscience. Une énergie divine, présente dans la création, possède l'intentionnalité et la capacité de créer de manière intentionnelle. Au-delà de la création, il n'y a ni savoir, ni conscience, ni intentionnalité. L'homme ne peut pas comprendre ce qui existe au-delà de la création en raison des limitations de son cerveau tridimensionnel. Cependant, avec l'évolution, il développera un savoir instantané et une compréhension de l'intelligence et de l'intentionnalité. Il perdra également certaines facultés lors de son évolution, comme cela fut le cas pour l'homme des cavernes. L'évolution apportera de nouveaux changements et expériences qui seront différentes de celles que nous connaissons actuellement. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous ne réalisons pas à quel point nous sommes protégés. Cependant, dès que nous nous lavons et éliminons ces protections, nous pouvons tomber malades. Lorsque nous essayons de comprendre les phénomènes divins et spirituels, il est difficile de trouver les mots justes pour les décrire. Nous pouvons seulement expliquer ce qu'ils ne sont pas, mais nous ne pouvons pas les définir complètement car il n'existe pas de concepts suffisamment parallèles pour nous permettre de les comprendre. Cependant, nous pouvons avoir peur de perdre notre ego lorsque nous nous ouvrons à la création et à l'intentionnalité. En tant qu'être humain créatif, nous continuons à évoluer et nous créerons parfois accidentellement. Nous devons nous libérer de cette création accidentelle pour parvenir à un état où nous ne créons plus. Cet état sera bien meilleur que tout ce que nous avons pu envisager. Cependant, notre ego peut avoir peur de l'inconnu. Il est impossible d'expliquer certaines expériences, comme expliquer la couleur bleue à un aveugle de naissance. Au-delà de la création, nous pouvons parler de ce que quelque chose n'est pas, mais nous ne pourrons jamais parler de ce que c'est réellement. Dieu s'ajuste à nous par notre ajusteur de pensée, mais seul l'ajusteur de pensée et l'ajusteur lui-même se connaissent vraiment. Il est important de faire ce qui est juste, car l'être humain sait instinctivement ce qui est juste. Lorsque nous substituons la justice par le devoir, nous pouvons causer des problèmes, car le devoir peut être manipulé pour justifier des actions négatives. Lorsque l'humanité aura fait le choix de son futur, toutes ces questions et doutes seront éliminés. Lorsque nous serons branchés sur notre avenir, nous aurons une compréhension plus claire des choses. Lorsque l'humanité aura fait son choix, le travail du comte de Saint-Germain sera terminé et le 13e faisceau sera résorbé de l'évolution de la planète. Dieu ne se connecte pas directement avec les hommes, mais plutôt à travers l'ajusteur de pensée, qui est la copie la plus proche du plan divin. Dans ce texte, l'auteur souligne que l'homme, limité par ses perceptions, crée des divinités et des dieux à partir de copies de copies. Il affirme que pour naître complètement, l'homme doit prendre sa vie en main, prendre des décisions et ne plus espérer que la décision collective lui convienne. L'homme ne change pas simplement en recevant des biens matériels, mais doit travailler pour les obtenir et les entretenir. L'auteur met en avant l'importance de faire des choix pour évoluer et affirme que lorsque le choix est fait, l'ajusteur de pensée, conscience individuelle, peut se manifester.
L'homme doit donc prendre des décisions pour son propre avenir au lieu de simplement suivre le groupe. L'auteur conclut en disant qu'il est important de brancher sa conscience quelque part et de décider dans quelle illusion on veut jouer, tout en gardant une conscience individuelle. L'homme est constitué de plusieurs niveaux de corps physique et de conscience. Du plus bas au plus élevé, il y a le corps vital, le corps astral, le corps mental, le corps supramental, le plan bouddhique et le corps bouddhique, le corps divin, l'agisteur de pensée et les forces atlatiques. La conscience de l'homme permet l'unification de ces différentes composantes. Cependant, la conscience est vécue dans le temps et l'espace, laissant une trace mémorielle. Qui devient l'ego? Une copie plus basse en vibration de la conscience de l'homme. Cette copie s'exprime principalement à travers le corps physique, ce qui conduit à une identification à l'évolution de l'animal humain. L'homme a une tendance à attribuer à lui-même les actions et les résultats produits par son corps physique, sans pleinement se rendre compte que c'est l'interaction avec son environnement qui en est la cause. Il en résulte une société primitive où les individus s'identifient à leur corps physique et attribuent à leur ego des expériences et des réactions ajustées à l'extérieur. Cependant, il est important de prendre conscience de la nature plus vaste de notre être et de ne pas se limiter à cette identification primitive à notre corps physique.